Alors, bien, merci à tous d'être là ce soir. Donc, une courte présentation, quand même 30 minutes, mais on a amplement pour faire le tour du syndrome génito-urinaire de la ménopause. Donc, comme conflit d'intérêt, je reçois des honoraires pour la présente conférence et je suis partenaire chez Sensolia et je vais discuter de certaines technologies que nous avons à la clinique. Donc, je vais juste minimiser. Voilà. Alors, les objectifs de la présentation, c'est de reconnaître les signes et symptômes du syndrome génito-urinaire de la ménopause, de décrire les différents traitements disponibles pour celui-ci, de discuter des indications du traitement au laser en santé urogynécologique, de réviser les recommandations de la littérature et de comprendre les options thérapeutiques afin de prévenir les infections urinaires récidivantes. Attendez. Voilà. Donc, le syndrome génito-urinaire de la ménopause, c'est un terme qui a été adopté en 2014 par le North American Menopause Society et l'International Society for the Study of Women's Sexual Health. Puis ça avait pour but de remplacer le terme qui était l'atrophie vulvo-vaginale. En fait, ce terme-là, on se disait qu'il était plus juste, plus englobant d'un terme médical, d'un point de vue médical et moins péjoratif également. Puis ça comprend tous les symptômes qui sont associés à l'atrophie urogénitale, aux dysfonctions des voies urinaires, mais aussi les dysfonctions sexuelles. Alors, le syndrome génito-urinaire peut toucher de 8 à 22 des femmes, même à la préménopause. Donc, il y a certaines femmes qui vont être sensibles dès que le niveau d'estrogène va commencer à diminuer. Elles vont parfois relater de la sécheresse vaginale ou déjà des inconforts lors des relations sexuelles, mais ça va devenir de plus en plus prévalent lorsqu'on va arriver à la ménopause, touchant jusqu'à 75 des femmes ménopausées. Puis souvent, on va dire que le diagnostic va s'établir avec le temps, puis ça peut aller jusqu'à 4 à 5 ans après le diagnostic de la ménopause, qui est vraiment un 12 mois sans menstruation. 50 des femmes auront un impact sur leur santé sexuelle et 40 des femmes ménopausées auront une infection urinaire. Mais on sait que celles-ci sont évidemment multifactorielles. On va parler d'un spectre complet de symptômes parce que vraiment, ça se divise en 3 catégories. Premièrement, l'atrophie vaginale, c'est-à-dire que les patientes vont se présenter à nous soit parce qu'elles vont se plaindre de sécheresse vaginale, parfois c'est du prurite vaginal, elles vont dire qu'elles sentent comme une irritation, des fois elles ont l'impression d'avoir une vaginite, un écoulement vaginal. Elles vont se plaindre de dyspareunie, donc de douleur lors de relations sexuelles, de lubrification qui est moins satisfaisante. Puis elles peuvent même présenter des segments vaginaux qui sont légers après des relations sexuelles. Plus rarement, mais quand même, moi, dans ma pratique comme urogynécologue, je vois parfois des patientes qui se présentent avec un tableau tout à fait similaire avec des symptômes qui correspondent à un prolapsus. Les patientes viennent parce qu'il y a quelque chose qui tire dans le vagin et pensent qu'elles ont une descente de vessie ou d'utérus, mais parfois, il n'y a vraiment rien, puis c'est de l'atrophie qui peut être dans certains cas assez avancée. Va s'en suivre aussi des infections urinaires des voies basses, donc des infections récurrentes. Puis ça peut aussi amener des symptômes urinaires comme de l'urgenturie, de la polyacurie, de la dysurie, bien qu'on devrait plus utiliser le terme algurie maintenant, qui veut dire de la douleur lors de la miction et aussi des dysfonctions sexuelles. Bien sûr, si les dernières expériences sexuelles ont été peu satisfaisantes, plutôt douloureuses, bien, peut s'en suivre un trouble du désir ou même de l'excitation. Puis contrairement à la plupart des symptômes vasomoteurs, que quand on s'éloigne du début de la ménopause, les symptômes vont avoir tendance à s'amenuiser, bien, l'atrophie urogénitale va s'aggraver progressivement au fil du temps, puis va affecter de plus en plus la qualité de vie des femmes. Donc, quand ça devient symptomatique ou même avant, c'est vraiment le moment de s'en occuper parce que ça ne va pas aller en s'améliorant, ça va être de pire en pire. Donc, le syndrome génito-urinaire est vraiment une conséquence de la carence en estrogène. On va avoir une perte des rugosités vaginales, l'épithélium vaginal va devenir de plus en plus mince, il va être pâle, on va voir des pétéchies, puis la présentation, c'est un peu ce que je vous ai décrit jusqu'à maintenant, puis l'examen physique, on peut même voir des caroncules urétrales. Au niveau de la flore vaginale, qu'est-ce qui va arriver avec la baisse des estrogènes? C'est qu'on va avoir moins de glycogène au niveau du vagin. Donc, ça va amener une baisse des bonnes bactéries, les lactobacilles. Donc, celles-ci, étant moins présentes, vont moins produire d'acide lactique.
Ce qui va arriver, c'est que le pH vaginal va donc augmenter, puisque normalement, un bon pH vaginal, c'est un pH acide. On va avoir un pH qui va devenir de moins en moins acide, ce qui va favoriser la croissance des moins bonnes bactéries. Puis si on fait un frottis vaginal, bien, on va voir plus de cellules qu'on appelle parabasales. C'est les grosses cellules qu'on retrouve ici à la base. On a moins de petites cellules plates pavimenteuses qui sont sur le dessus parce qu'elles ont tendance à disparaître. Donc, on va avoir les cellules plutôt de la base qui vont être présentes. Puis ces changements-là qu'on voit au niveau du vagin, bien, elles peuvent également se présenter au niveau de l'urètre puis de la vessie. Donc, pour l'urètre, on va avoir une diminution de l'épaisseur de la muqueuse. Il va y avoir moins d'engorgement vasculaire des tissus. Il y a une pression de fermeture qui va être moindre, moins de collagène et d'élasticité. Puis il y a plus d'incompétence intrinsèque du sphincter. Fait que tout ça, ça va se traduire par plus d'incontinence à l'effort. C'est comme la pression de l'urètre qui va être moins bonne. Puis au niveau de la vessie, on a aussi une diminution de l'épaisseur de la muqueuse. Le seuil sensoriel pour les contractions du détrousseur, donc les contractions non inhibées de la vessie, le seuil va être diminué. Puis tout ça va se traduire par des symptômes irritatifs qui vont être plus présents comme de l'urgence missionnelle, de la fréquence et de la nicturie. À l'examen physique, au niveau de la vulve, on va avoir des changements au niveau de la dimension des grandes lèvres qui peuvent avoir tendance à diminuer. Parfois, ça ne change pas tant que ça au niveau des grandes lèvres, mais c'est surtout au niveau des petites lèvres qu'on va le retrouver avec des petites lèvres qui deviennent de plus en plus fines. Et souvent, on va voir vraiment un introïtus vaginal qui va diminuer. On va parler de synéchie, parfois qu'on va voir à 6 heures et 12 heures, puis je vais vous le montrer sur une photo à la suite. Au niveau vaginal, on a un raccourcissement du canal vaginal, puis il devient moins élastique parce que comme il perd ses rugosités qui normalement permet l'élasticité du vagin, bien là, on ne l'a plus. On a un amincissement de l'épithélium, les tissus sont friables. L'apparence classique, c'est vraiment une muqueuse pâle, sèche, avec une perte des replis et des pétéchies et possibilité de caroncule. Donc, c'est ce que je vous parlais au niveau des synéchies. Si on regarde l'image de droite, on voit que les petites lèvres se rejoignent dans le bas, mais qu'on a tout de même un accès direct à l'introïtus vaginal, alors que ici, on a vraiment un introïtus qui est réduit de par l'atrophie, les petites lèvres qui sont plus fines, puis c'est ce qu'on parle d'une synéchie à 6 heures et 12 heures. Donc, c'est comme une petite bride qui fait obstruction. C'est vraiment comme s'il y avait du barbelé à l'entrée du vagin et ce qui va donner vraiment des douleurs lors de relations sexuelles parce qu'on dirait que cette peau-là n'est pas extensible et va aller même jusqu'à fissurer dans certains cas. Ici, c'est vraiment un examen peut-être un peu sévère au niveau de l'atrophie. On a l'orifice du col, le col qui est presque rendu plat au fond du vagin, une muqueuse vaginale qui présente presque plus de replis, puis on voit les petits pétéchis et même la présence de saignements. Donc, le premier traitement, puis c'est souvent la première ligne, c'est souvent ce que les patientes ont déjà consommé en vente libre sur les tablettes, c'est-à-dire les lubrifiants qui vont venir améliorer la sécheresse vaginale. Les patientes peuvent l'utiliser soit de façon diurne, c'est-à-dire durant la journée pour soulager la sécheresse qui est présente de façon spontanée, ou certaines vont l'utiliser seulement lors des relations sexuelles pour améliorer la lubrification. La plupart de ces lubrifiants-là sont à base d'acide hyaluronique à divers degrés. C'est difficile de les comparer parce qu'on n'a pas toujours le pourcentage ou la quantité d'acide hyaluronique qu'on retrouve dans chacun. Puis il faut peut-être plutôt regarder en fait là, les prix, puis les utiliser. Puis bon, je peux dire que comme en gros, ils se valent un et l'autre. Certains vont contenir de la vitamine E et des liposomes qui vont amener un effet de soulagement un petit peu plus anti-inflammatoire. Bien sûr, les lubrifiants, c'est comme une patch sur le bobo, ça ne rétablit pas l'intégrité de la muqueuse vaginale. Puis on dit que ça peut être une bonne option pour les patientes qui auraient des contre-indications aux estrogènes. Je les ai listés ici, bien que maintenant, vous allez voir que c'est plus tout à fait contre-indiqué dans la néoplasie du sein. Puis pour ce qui est de la maladie thromboembolique, l'hormonothérapie vaginale, de par sa dose vraiment très faible, n'est pas vraiment une contre-indication, même en cas de thromboembolie. Donc, le traitement, le gold standard, c'est vraiment les estrogènes topiques, donc au niveau vaginal, de façon à promouvoir la restauration de l'intégrité de l'épithélium, de retrouver une flore vaginale normale
et de traiter les symptômes d'atrophie vulvo-vaginale. Le traitement local est supérieur au traitement systémique. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Et ce n'est pas parce qu'une patiente est sous estrogène en systémique qu'il faut considérer qu'elle est nécessairement traitée pour ce qui est du syndrome génito-urinaire de la ménopause. Des études contrôlées versus placebo ont montré que quand on traitait localement, on avait moins de dyspareunie par la suite. On allait améliorer également les urgences mictionnelles et la douleur mictionnelle et qu'on allait diminuer les infections urinaires récidivantes. Ici, je vous présente l'étude CLOSER qui est très intéressante puis qu'on voit souvent dans les présentations sur le syndrome génito-urinaire. En fait, c'était une étude pour voir l'impact de l'atrophie vulvo-vaginale chez les patientes sur leur qualité de vie, tant chez les partenaires féminins que masculins, puis de voir qu'est-ce qui arrivait une fois qu'on les traitait avec de l'estrogénothérapie locale. Donc, c'est intéressant de voir que les gens rapportaient des rapports sexuels moins douloureux, puis c'était tant pour les partenaires féminins que masculins, que le rapport sexuel était plus satisfaisant. On avait plus hâte d'avoir des rapports sexuels plus chez l'homme que chez la femme, mais tout de même, il y avait une amélioration pour les femmes. Puis on avait l'impression que le rapport sexuel était plus intéressant pour le partenaire, mais que la vie sexuelle tout de même s'améliorait. Ensuite, une autre étude, l'estrogénothérapie locale est vraiment hautement efficace pour prévenir les infections urinaires. Quand on regarde le nombre d'infections urinaires comparé par placebo, il y a vraiment une réduction de la fréquence annuelle, donc 5,9 épisodes par année pour placebo. Quand on comparait avec un traitement local, moins d'un épisode en moyenne là, quand on traitait le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Donc, les risques qui sont associés au traitement vaginal, bien, c'est vraiment très sécuritaire, même chez les patientes avec des cancers hormonosensibles. Maintenant, les recommandations de la North American Menopause Society indiquent que pour les femmes avec un syndrome génito-urinaire de la ménopause et un antécédent de cancer du sein, un traitement hormonal local peut être une option raisonnable quand il y a eu échec des traitements non hormonaux, puis on dit en accord avec l'oncologue, mais maintenant, c'est vraiment des risques qu'on discute avec les patientes, puis c'est vraiment une possibilité de leur offrir ce genre de traitement. On peut également leur offrir des traitements alternatifs, puis je vais en parler un petit peu plus loin. Donc, les traitements, je vous les ai mis par noms commerciaux ici, parce que sinon, je vous dirais, bon, de la crème d'estradiol, des pilules d'estradiol, donc je vais les passer un par un. C'est pas mal tout de l'estradiol ou de l'estrone, mais on va les discuter chacun à leur tour. Donc, le Vagifem, c'est un comprimé qui vient monter sur un bâton bleu qu'on insère au niveau vaginal, puis l'insert peut être disposable et recyclé par la suite. Normalement, la dose, c'est 10 microgrammes. Euh, non, au départ, on recommande de traiter à tous les soirs pour une période de 14 jours, donc une dose initiale, et ensuite de diminuer à 2 fois par semaine en entretien. La plupart des doses, vous allez voir que quand on l'initie, il y a vraiment un 14 jours initial. Moi, ce que je vais dire à mes patientes, ça se peut à un moment donné que vous développiez un certain niveau sérique pendant ces 14 jours-là, puis qu'il est possible de ressentir à un certain moment une sensibilité au sein. Puis ça va être souvent quelque chose qui va inquiéter les patientes, puis parfois ils vont même arrêter le traitement à ce moment-là. Donc, je leur dis, c'est possible que ça arrive. Si ça n'arrive pas, ben, faites les 14 jours. Si ça arrive en cours des 14 jours, faites simplement cesser le traitement au quotidien et ensuite passer au traitement d'entretien qui est 2 fois par semaine. Le Imvexi, maintenant, c'est un des plus nouveaux. C'est le même médicament, la même dose que le Vagifem, mais quand je le prescris, je demande en général de ne pas le substituer pour Vagifem parce que celui-ci n'est pas son générique. Il est contenu dans une petite capsule qui est muco-adhérente. Puis ce qu'il y avait de particulier dans les études, c'est qu'il y avait déjà des résultats satisfaisants à partir de la 2e semaine. Donc, les patientes voyaient déjà une amélioration quand souvent on va avoir des résultats qui vont arriver, bon, à partir des fois on peut dire que ça peut prendre 4 à 6 mois avant d'avoir vraiment une amélioration de la sécheresse vaginale et de la dyspareunie. Donc, si on prescrit celui-là, ne pas le substituer si possible au niveau de la pharmacie. Le Prémarin, maintenant, c'est de la crème. Donc, c'est des estrogènes conjugués.
un petit peu moins dans le bio-identique. C'est vraiment une option que j'utilise vraiment rarement maintenant. Euh, en général, la dose, c'est 0,5 grammes qu'on va faire le même régime 14 jours et ensuite 2 fois par semaine. 0,5 grammes ou un quart d'applicateur le soir avant le coucher. Même chose pour la crème d'estragine qui est de l'estrone vaginal. Donc, quand je veux utiliser de la crème, c'est plutôt l'estragine que je vais utiliser. Parfois, pourquoi qu'on pourrait privilégier la crème par rapport aux inserts en comprimé ou à l'Imvexi. En fait, des fois, je vais l'utiliser quand j'utilise un pesser, donc pour éviter les érosions, puis ça me fait plus de sens d'avoir de la crème dans le vagin à ce moment-là. Ou des fois, on va utiliser la crème parce qu'on veut vraiment mettre de la crème dans le vagin puis traiter au niveau de l'atrophie. On met l'application vulvaire aussi parce qu'on trouve qu'il y a vraiment séparer la dose en deux parce qu'il y a vraiment une atteinte au niveau vulvaire. Ça peut être une des raisons d'utiliser ceci. Parfois, les patientes vont trouver ça un petit peu moins commode, puis on va aller plus vers les comprimés. Ensuite de ça, l'estring, c'est vraiment un dispositif intravaginal qui va libérer de l'estrogène localement pour une période de 3 mois. Donc, on l'insère dans le vagin, on peut le laisser en place, on peut avoir des relations sexuelles avec en place et on change à tous les 3 mois. Parfois, je vais l'utiliser chez certaines patientes pour son utilité comme dispositif, comme un petit pesser. Donc, évidemment, je n'utilise pas ça pour une grosse descente de vessie, mais une patiente qui aurait une mini descente de vessie, qui des fois a de l'atrophie, je ne pourrais pas utiliser un de mes pessers parce qu'il est trop gros. Je peux me servir de celui-ci comme dans une des options parce qu'il va faire un certain support. Bon, ce n'est pas un vrai pesser, mais je vous donne certaines astuces pour qui me feraient pencher pour utiliser l'estring, par exemple. Ensuite, il y a l'intrarosa qui est de la prastérone. Donc, c'est du DHE qui va être métabolisé au niveau du vagin et puis qui va donner de l'estrogène puis de l'androgène. Donc, localement, on sait qu'au niveau de la vulve et que le tiers distal du vagin, il y a des récepteurs androgéniques également. Alors, on pourrait peut-être avoir un meilleur effet avec ce type de médicament. Puis pour certaines patientes qui ont un trouble du désir, des fois, ça plaît à l'esprit de leur dire qu'il y a un petit peu d'androgène, puis que ça peut peut-être les aider à ce niveau-là également. La médication est contenue dans une espèce d'ovule qui est faite en gras dur, qui vient comme de l'huile de palme ou de l'huile de coco, donc qui va fondre au niveau du vagin. Alors, souvent, on va avoir probablement, de par l'effet du composé d'huile qui se dissout, un soulagement quand même aussi rapide dans les premiers soirs. Mais avec l'intrarosa, c'est une application qui est vraiment à tous les soirs, donc au quotidien. Puis, ce n'est pas 2 fois par semaine par la suite. Et puis l'osphena, c'est un comprimé oral, c'est un SERM, donc qui va agir sélectivement au niveau des récepteurs estrogéniques. Donc, au niveau du vagin, on va avoir plus un effet qui va être positif, donc qui va venir rétablir la flore vaginale également. Comme il se prend par la bouche, ne peut pas être pris concomitamment avec une hormonothérapie systémique. Donc, je vous ai un peu illustré pour quelles raisons je commencerai par un ou par l'autre. Souvent, on va revoir les gens ou les patientes après 3 à 4 mois d'utilisation. Si on n'a pas d'effet avec un, ça ne veut pas dire qu'on est devant un échec. On peut changer. Par exemple, si on est un comprimé, on peut aller vers de la crème. Si on est vers de la crème, on peut aller vers un comprimé. Parfois, les patientes vont répondre mieux à un qu'à l'autre. Est-ce que c'est vraiment ça ou c'est simplement qu'on continue dans le temps à mettre des estrogènes dans le vagin? Je n'ai pas la réponse, mais c'est parfois ce que je fais. Je vais changer, puis on va continuer par la suite avec ce qui a fonctionné à la suite. Donc, le syndrome génito-urinaire, je veux vraiment en faire un point, ça nécessite vraiment un traitement local. Il est possible que le traitement systémique soit suffisant, mais dans le cas contraire, on doit traiter systémiquement et localement à la fois. Donc, je vous donne un exemple. Si je vois en consultation une patiente pour une consultation de la ménopause, qu'elle a des symptômes systémiques puis qu'elle me parle d'un peu de sécheresse vaginale, comme on va initier un traitement systémique, on pourrait dire bien, on va voir si le traitement systémique serait suffisant. Puis, quand on va se reparler dans 3 mois, on verra si ça a amélioré à la fois vos symptômes systémiques et l'atrophie vulvovaginale, le syndrome géniturinaire. Ça pourrait être suffisant, mais ça serait aussi tout à fait adéquat de dire, bien, on commence à traiter les bouffées de chaleur, le brain fog, les symptômes systémiques et d'ajouter dans le vagin une hormonothérapie locale.
et c'est pas une dose qui devient trop élevée, c'est vraiment des doses là, très minimes, puis il n'y a comme pas d'absorption systémique au niveau de la dose vaginale. Donc, quels sont les obstacles à l'hormonothérapie locale? Bien, je vous dirais le risque perçu par les patientes face au traitement hormonal qui persiste encore, puis la monographie de tous ces produits-là. Quand on parle de mise en garde dans les produits ou ce qu'on appelle le black box warning qui existe encore, parce que qu'est-ce qu'on a fait au niveau de l'hormonothérapie locale? On a fait un copier-coller de ce qui existait pour l'hormonothérapie systémique, puis c'est ce qui se retrouve dans la monographie des produits. Donc, moi, je le dis aux patientes parce que souvent, elles vont lire la monographie, puis tout ce qui est écrit là, bien finalement, nous, tout ce qu'on a dit va venir qu'à être détruit, puis elles vont même pas commencer le traitement. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais la semaine dernière, il y a eu la FDA aux États-Unis qui ils se sont mis d'accord pour retirer le black box warning de l'hormonothérapie locale. Puis on espère bien que ça va suivre à Santé Canada, puis qu'on va pouvoir avoir la même chose pour les produits ici distribués au Canada. Donc, ensuite, ce qui sont dans les obstacles au traitement, bien, c'est vraiment parfois le manque de compliance des patientes au traitement. Pourquoi? Parce que certaines patientes vont trouver que le traitement intravaginal, c'est désagréable. Certains vont avoir un résidu le lendemain matin qui vont sortir un peu en matinée, la crème ou l'ovule qui va se décomposer puis sortir le lendemain. Certaines patientes trouvent aussi que c'est moins spontané pour les relations sexuelles quand on vient de mettre quelque chose dans le vagin puis qu'ensuite une relation sexuelle s'annonce. Puis il y a des oublis fréquents. Comme c'est pas toujours à chaque soir dans la routine, que c'est 2 fois par semaine, mais parfois on finit par l'oublier. Donc, est-ce qu'il y aurait des solutions de rechange? Puis c'est pourquoi je vais vous parler ensuite là, des technologies. En fait, il y a des patientes qui ont des conditions préexistantes, bien qu'on sait qu'on peut le donner. Il y a certaines patientes pour qui on leur a tellement dit qu'on leur donnait des anti-estrogènes, le tamoxifène, euh, les médicaments qu'on leur a donnés pendant 5 à 10 ans pour justement abaisser puis rendre non détectable leur niveau d'estrogène, que ça ne leur rentre pas dans la tête de mettre des estrogènes dans le vagin, même si on les rassure. Puis il y en a que c'est tout simplement par style de vie, préférence de ne pas traiter localement. Donc, il y a des technologies qui existent comme des lasers vaginaux. Il y en a plusieurs. Moi, je serais à l'aise de vous parler du Diva et du Mona Lisa Touch. Et à la clinique, on a aussi de la radiofréquence vaginale. Donc, je vais vous présenter brièvement des études cliniques face à ça. Ça, c'est une première étude qui, moi, m'avait vraiment parlé et puis qui m'avait donné envie d'avoir ce genre de technologie-là qui démontrait l'efficacité des lasers CO2 chez 5 patientes. C'était une biopsie de la paroi vaginale. Fait que si on voit celle qui est en haut ici, l'image de gauche, bien, on voit une muqueuse vaginale qui est vraiment atrophique avec l'épithélium qui présente peut-être 4 à 5 cellules d'épaisseur, alors que normalement, dans l'image de droite, on voit qu'on a tellement de cellules d'épais, c'est ça qui en fait les replis vaginaux. Il y a le derme également qui est plus dense dans l'image de droite, alors que l'image de gauche, on voit que le derme est clairsemé. Fait que c'est une muqueuse qui se brise plus facilement quand on est à la ménopause. Pour moi, à gauche, c'est une femme ménopausée. À droite, c'est comme une fille de 20 ans. Et en fait, toutes les patientes de droite, ce sont les mêmes patientes qui sont avant, après 2 des 3 traitements de laser. Donc, ce que ça nous montre, c'est qu'on est complètement capable de régénérer la muqueuse vaginale. Ensuite, une étude pilote sur 50 patientes qui avait suivi les patientes après des lasers CO2 à 12 semaines. Puis dans le graphique de gauche, on voit que après la première séance et ensuite après la troisième, que le brûlement, le fait que ça pique, le prurite, la sécheresse vaginale était franchement diminuée, la dyspareunie également, puis le manque de l'élasticité. Puis cliniquement, je peux vous dire que ça représente ça, que les symptômes deviennent négligeables après le troisième laser. Ce qui demeure, par contre, c'est quand même un peu de dyspareunie. Et pourquoi? Parce que dans les études, il y a 3 choses qui peuvent persister. C'est que dans les études, c'est des lasers vaginaux. Mais l'atrophie est à la vulve également. Donc, avec le laser, il faut traiter et le vagin et la vulve, parce que si la vulve demeure atrophique dans le début de pénétration, c'est sensible. Il faut être en mesure d'évaluer, comme je vous ai montré au départ, les changements d'architecture de la vulve. Si j'ai 2 synéchies qui réduisent l'introïtus, j'ai beau renouveler la muqueuse vaginale, je vais toujours me retrouver avec un entrée vaginale qui va être douloureux. Alors, à ce moment-là, souvent, on va devoir proposer même
C'est un processus pour établir des relations sexuelles non douloureuses. On va proposer une mini-chirurgie comme une vestibulectomie pour ouvrir l'entrée vaginale. Et la troisième chose qui peut persister, c'est une contraction réflexe du muscle du transverse du périnée ou des muscles du plancher pelvien parce que la patiente anticipe la douleur. Donc, on lui donne des trucs pour ne pas faire ces contractions réflexes-là, mais sinon, c'est de la physiothérapie pour compléter le traitement. Puis on voit aussi qu'après des lasers, ben, on a une amélioration des symptômes urinaires, moins d'usurie, moins d'urgence, moins d'incontinence d'urgence et moins d'incontinence d'effort. Ici, c'est pour vous montrer un aspect de qu'est-ce que ça peut avoir l'air tout de suite après là, un laser. Donc, c'est comme ça fait des petites carottes, des petits micro-traumatismes au niveau de la muqueuse. Puis le vagin, dans le fond, génétiquement, ben, il y a juste une recette. Il est capable de faire de la muqueuse vaginale. Ben, c'est ce qu'il fait, puis qu'il fait bien, puis qu'il est capable de se régénérer. Donc, le suivi post une intervention telle un laser ou une radiofréquence, ben, c'est annuellement lors d'un examen de routine. On dit que 30 des patientes auraient besoin d'un entretien à 1 an. Parce que bien sûr, les gens vont dire, oui, mais c'est pas normal si ça marche pas tout le temps. Bien, on demeure ménopausée. Donc, si on ne traite pas avec des estrogènes, ça va être à refaire. Donc, 30 des patientes ont besoin d'un entretien à 1 an. Sinon, celles qui attendent d'être resymptomatiques à nouveau, ça va être à peu près 18-24 mois. Donc, ça aide à rétablir la santé vaginale, ça amène du nouveau collagène et de l'élastine et ça augmente la vascularisation, ça redonne des sensations aux relations sexuelles. C'est une procédure qui se fait en bureau sans grande anesthésie et effet majeur. Puis ce qu'on appelle le downtime ou la récupération, c'est-à-dire qu'on leur demande de ne pas avoir de relation pour 48 heures. Les infections urinaires des voies basses là, qui sont associées au syndrome génito-urinaire, bien, on sait que c'est la deuxième infection la plus fréquente chez l'homme et les femmes de tout âge et que la femme a vraiment une prévalence qui est plus élevée en raison de 2 pour 1 comparé à l'homme. Ça, c'est de par notre variante anatomique parce que notre urètre est vraiment plus court, environ 4 cm. 50 des femmes auront une infection urinaire à vie, puis on estime que 400 millions de cas par année puis que la mortalité associée aux infections urinaires a augmenté de 2,4 fois de 90 à 2019. Puis c'est sûr que tout ça, ça exerce une pression considérable sur le système de santé. C'est des coûts pour la société, des réductions de productivité et des demandes accrues en santé. Les agents pathogènes, ben, on les connaît dans la grande majorité des cas, le E. coli, mais sinon le staphylocoque, les Klebsiella, le Proteus et l'entérocoque. Ce qui arrive de plus en plus avec les bactéries maintenant, c'est la résistance multiple aux antibiotiques. Il y a une étude qui a démontré que dans certaines régions, on peut avoir des résistances qui étaient basses, 3,7 mais que dans certaines autres régions, ça pouvait même aller jusqu'à 88 puis que des antibiotiques qu'on utilisait couramment avant puis qui fonctionnaient très bien peuvent même démontrer des résistances dans les 90 Il y a Hume Murat en 2022 qui a regardé dans les échantillons d'urine, puis quand il y avait des E. coli, il y en avait jusqu'à 24 qui étaient des souches multirésistantes aux antibiotiques. Les Klebsiella, 29 étaient multirésistants. Puis dans la plupart des échantillons, il y avait 50 des bactéries qui étaient des bactéries multirésistantes. C'est pour ça qu'on se retourne un peu vers d'autres alternatives comme des plantes médicinales qui pourraient avoir une activité uroprotectrice. Il y a des spécimens botaniques qui possèdent des propriétés comme antioxydantes, anti-inflammatoires, qui peuvent diminuer le stress oxydatif de par certains de leurs composés et donc de promouvoir un bien-être général. Et ça nous permet d'avoir moins recours aux antibiotiques et donc de développer moins de résistance. Donc, les plantes en question qu'on a utilisées, bon, il y a le Camellia sinensis, le thé vert, la pomme grenade qui était en question, la camomille, puis évidemment plusieurs autres, mais aussi le canneberge. Hein. Depuis combien de temps on entend parler de patientes qui prennent du jus de canneberge quand elles commencent à avoir des symptômes urinaires? Mais comment fonctionnent les canneberges? Mais c'est vraiment par la présence du PAX, qui sont en fait des PAX, c'est les proanthocyanidines. Ça, c'est une molécule qui a une structure chimique de type A parce que ça se retrouve dans d'autres fruits, mais de type B. Mais c'est vraiment celui qui se retrouve dans la canneberge qui va amener, qui va empêcher l'adhésion des bactéries à la paroi de la vessie, à la muqueuse vésicale. Puis on va voir un petit peu, je vais vous le montrer comment ça fonctionne. Les autres composés, bien, les flavonoïdes, c'est qu'est-ce qui va donner la couleur vraiment rouge des canneberges. Il y a des flavonols. Ça, c'est vraiment des molécules qui vont amener des effets antioxydants puissants, qui vont neutraliser les radicaux libres, puis vont réduire le stress oxydatif.
Et il y a l'acide phénolique qui a des propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes. Donc ici, on voit les PAC. En fait, les molécules de PAC ont une forme similaire aux récepteurs glycolipidiques insensibles au mannose. Donc, les récepteurs, si on les voit ici sur la paroi vésicale, ben, les PAC, ils ont vraiment une similitude, puis ils vont venir se fixer au fimbrier P des bactéries E. coli. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont empêcher le E. coli de venir se fixer au récepteur de la muqueuse, puis donc il ne pourra pas se fixer sur la muqueuse, puis il va être tout simplement rincé naturellement lors de la mission. Donc, la bactérie va rester dans les urines, puis elle va être rincée par la suite quand on va uriner, vidanger la vessie. Donc, les PAC sont efficaces contre une variété de bactéries, notamment le E. coli, le Klebsiella pneumoniae et l'Enterocoque fecalis. Les flavonoïdes et l'acide phénolique ont un effet antimicrobien. Puis ces composés-là vont aussi interférer directement au niveau des communications de la bactérie. Ils vont interférer dans les activités enzymatiques essentielles de la bactérie. Puis certaines recherches ont démontré que l'effet antimicrobien de ces extraits aurait un rôle potentiel contre des souches multirésistantes de E. coli. Donc, les canneberges vont fonctionner de différentes façons, de par leur effet anti-adhésion, leur effet antimicrobien, antioxydant, anti-inflammatoire. Ils vont aider à réduire les symptômes et y aident à prévenir les récurrences d'infections urinaires. Pour ce qui est de la pharmacocinétique, l'absorption des composés bioactifs des canneberges dépend de leur formulation. Donc, est-ce que c'est dans du jus, dans un extrait, dans une capsule? Mais la molécule de Pax, de proanthocyanidine, en raison de leur grosseur et de la complexité de la molécule, font en sorte qu'il y a une biodisponibilité orale qui est limitée. Ils vont être métabolisés par le foie puis les intestins, puis ils vont être excrétés ensuite au niveau urinaire, ce qui va leur permettre d'être efficaces. Donc, je vais vous présenter trois études sur justement l'effet des PAX. Donc, première, c'est une étude par Thomas et collaborateurs qui avait pour objectif d'évaluer l'efficacité d'un supplément oral de canneberge sur des personnes qui souffraient d'infections urinaires symptomatiques récurrentes associées au port d'un cathéter à demeure de longue durée. Puis l'étude a été menée sur 34 patients qui ont été enrôlés pour prendre à chaque jour 36 mg de PAC, qui est l'ingrédient actif, pendant une période de 6 mois. Puis les résultats ont démontré que la résistance aux antibiotiques a été diminuée de 28 et le nombre de colonies a été réduit de 58 sans qu'il y ait vraiment d'effet indésirable avec la prise du supplément. Donc, en conclusion, le supplément de canneberge a réduit le nombre d'infections nosocomiales symptomatiques, la résistance aux antibiotiques et les principaux organismes responsables observés dans ce groupe. Xion et collaborateurs, maintenant, une étude pour évaluer la capacité des extraits de canneberge à prévenir les infections urinaires, mais dans la population générale cette fois-ci et chez les patients hospitalisés. C'était une méta-analyse qui a comparé 10 études randomisées contrôlées sur l'efficacité des extraits de canneberge et on a montré une réduction des infections urinaires de 18 et c'était significatif quand on utilisait une dose de 36 mg de Pax. Une réduction significative, il n'y avait pas de réduction, pardon, significative si la dose était en deçà de 36 mg et il y avait des diminutions significatives du risque d'infection urinaire si la durée de traitement était entre 12 et 24 semaines seulement. Et puis, on a remarqué que la diminution était significative, mais quand il y avait des femmes qui étaient vraiment incluses dans les groupes. Donc, en conclusion de cette méta-analyse-là, c'est une des premières qui démontrait que la dose minimale effective était de 36 mg. La dernière étude maintenant de Howell et collaborateurs était pour évaluer l'effet anti-adhésion d'une dose de 36 comparée à 72 mg. Donc, l'étude, c'était sur des échantillons urinaires ex vivo qui étaient prélevés chez des 32 sujets volontaires. Et on a vu qu'avec 36 mg d'équivalent de PAC, on avait un effet anti-adhésion qui était résiduel après 24 heures. Puis évidemment, l'effet était plus profond quand on avait un 72 mg. Donc, en conclusion, 36 mg par jour, c'est efficace pour avoir un effet anti-adhésion dans l'urine, mais que 72 offre un effet plus durable. Donc, ce
qu'on voit avec les études, il y a tout de même de très bonnes évidences scientifiques pour montrer que le 36 mg de proanthocyanidine, c'est provenant de canneberge, c'est une option naturelle efficace, puis qui est même approuvée par nos sociétés savantes, donc les urologues, les gynécologues, les médecins de famille, puis que ça peut être très utile pour prévenir la récidive des infections urinaires des voies basses. Ce qui est important de distinguer aussi, ça va être vraiment parce que souvent, tu sais, les patientes peuvent se procurer ce genre de produit-là en ligne. Puis des fois, on va voir des concentrés de canneberge à dose élevée, 500 mg. Mais ce qui est vraiment important, c'est d'avoir le 36 mg de proanthocyanidine. Fait qu'il y a plusieurs comprimés qu'on peut acheter en ligne. Fait que ça, c'est vraiment une vigilance qu'on doit avoir. Puis si on compare, par exemple, Utiva aux autres produits, bien, on voit que le comprimé, il est plus petit, que vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, l'aspect est vraiment rouge foncé, donc ce qui vient vraiment d'un produit de canneberge. Il y a probablement beaucoup moins d'agents de remplissage, le produit est plus pur, puis c'est produit également à partir d'ingrédients locaux. Donc, quand je vous dis, si on compare simplement les milligrammes, certains milligrammes vont avoir 500 mg d'extrait de canneberge, mais qui sont très peu concentrés en proanthocyanidine. Donc, dans un comprimé, on va trouver 500 mg de concentré de canneberge, mais moins de 5 mg de Pax. Alors que dans le Utiva, par exemple, on a un 240 mg de concentré de canneberge, c'est ça, de comprimé de canneberge, mais avec une concentration de 15 de proanthocyanidine, ce qui va nous chercher le 36 mg qu'on veut avoir. Puis il y a une étude qui a été faite sur des tests in vitro en laboratoire par l'Université de Rutgers qui comparait en fait différents produits. Puis justement, on a démontré que les produits à base de canneberge hautement concentrés, comme de 500 mg, n'avaient aucun effet mesurable sur l'activité du E. coli, alors que les produits qui contenaient 36 mg de Pax présentaient une capacité de diminuer l'adhérence vraiment efficace pour le E. coli. Puis dans cette étude-là, Utiva a montré les propriétés antiadhérentes les plus efficaces. Donc, c'est ce qui est intéressant. Quand on veut l'utiliser pour prévenir les infections urinaires, la dose serait de l'utiliser à un comprimé par jour, bon, on dit environ à la même heure. Puis, quand les infections urinaires, si elles surviennent en lien avec avec les relations sexuelles, bien, on suggère d'utiliser 2 comprimés avant ou après le rapport sexuel. Moi, dans ma pratique, en général, je le recommande après le rapport sexuel parce que c'est pas toujours facile de prévoir en général les rapports sexuels. Puis quand on a eu une relation sexuelle, toujours aller uriner après quand on est fragile à faire des infections urinaires pour vraiment justement vidanger les bactéries qui auraient pu se retrouver dans la vessie avec le va-et-vient lors du rapport sexuel. Et après, on prend nos 2 comprimés de Utiva. Ou on recommande également, on pourrait recommander chez des patientes qui en font souvent quand on a une vie sexuelle plus active, de prendre les comprimés, un comprimé à chaque jour, puis quand on a une relation sexuelle, bien, cette journée-là, d'en prendre 2. Ce que je trouve intéressant aussi, puis qu'il faut penser, c'est que c'est un très bon adjuvant à l'hormonothérapie locale dans les premiers mois. Parce qu'on sait que l'hormonothérapie locale, je vous l'ai dit, il y a des bonnes études qui démontrent qu'on va réduire en rétablissant la flore vaginale normale, en ayant une muqueuse vaginale de meilleure qualité, on va diminuer les infections urinaires récidivantes avec les estrogènes. Mais dans les premiers mois, le temps que tout ça s'installe, ben, on demeure qu'on est à risque d'infection urinaire. Fait que souvent, je vais commencer une hormonothérapie locale, puis je vais ajouter pour les 4 à 6 premiers mois, effectivement, le Utiva, par exemple, ou des Pax à 36 mg à un comprimé par jour pour couvrir cette période-là. Pour ce qui est des interactions avec les autres médicaments, toute vitamine K a été retirée pour réduire au minimum l'interaction avec les anticoagulants, puis la même chose avec la présence négligeable d'oxalate pour les calculs rénaux. Maintenant, je veux terminer en vous touchant un petit mot sur le démanose, qui est un sucre simple de type monosaccharide qui ressemble beaucoup au glucose, puis qui est connu également pour prévenir les infections urinaires, surtout celles qui sont associées au E. coli. Donc, comment il va fonctionner? Il fonctionne un petit peu de la même façon ou similaire là, au Pax, c'est-à-dire que le démanose, lui, il va venir
il y a une forme qui est similaire, dans le fond, au récepteur de l'uroplaquine mannosylée qui se retrouve sur la paroi des voies urinaires. Fait que, en général, c'est les fimbriers de type 1 qui va venir se fixer sur ce récepteur-là au niveau de la paroi urinaire, mais le démanose va venir se fixer sur le fimbrier de type 1, puis il va empêcher donc l'adhérence, un peu comme les PAC vont faire là, l'adhérence du E. coli sur la paroi urinaire, puis le rinçage naturel va éliminer le E. coli. La dose pour le démanose, les capsules sont de 500 mg. La dose recommandée est de 2000 mg par jour, donc on devrait prendre 2 comprimés 2 fois par jour. Et 4,5 le taux d'infection urinaire qui a été retrouvé chez les patientes qui recevaient du démanose pendant 6 mois. Puis on retrouve une réduction de 45 du risque absolu d'infection urinaire récurrente chez les patientes qui recevaient du démanose par rapport quand on les compare au groupe témoin. Donc, en résumé, pourquoi les infections urinaires augmentent-elles à la ménopause? Bien, comme on l'a vu, comme il y a une baisse des estrogènes, on a un amincissement et une atrophie de la muqueuse vaginale et urétrale. Ceci va amener une diminution du glycogène vaginal, ce qui va changer toute notre flore vaginale. On a moins de lactobacilles, on va avoir un pH vaginal qui va être moins acide que d'habitude, qui est notre pH protecteur. Donc, on va avoir une colonisation accrue par les bactéries intestinales ou les moins bonnes bactéries. Donc, on a une altération de la flore urinaire, puis on a une perte du microbiote protecteur qu'on a d'habitude. Et en résultat, on va avoir une vessie qui devient plus vulnérable aux infections ascendantes. Donc, un tableau en conclusion, un tableau qui vous démontre vraiment la complémentarité de tout ce qu'on a vu ce soir, l'hormonothérapie locale, les PAX et le démanose. Bien sûr, pour ce qui est de la restauration de la flore et du pH vaginal, c'est seulement l'hormonothérapie qui va faire ça, pas les deux autres. Par contre, pour empêcher la colonisation au E. coli, les trois sont d'une bonne efficacité pour ça. Pour ce qui est d'empêcher l'adhésion de la paroi vésicale et l'élimination des bactéries, bien là, c'est vraiment le Pax et le démanose qui va remplir cette fonction-là. Puis, quand on dit une action démontrée chez la femme ménopausée, bien, en fait, il y a des évidences solides et de nombreuses études pour l'hormonothérapie locale. Puis, pour les Pax et le démanose, on a quand même des bonnes efficacités puis des bonnes études qui démontrent l'effet préventif. Puis ça, je veux insister là-dessus, puis c'est quand même important parce que, tu sais, je fais juste penser aux produits naturels qu'on a utilisés en hormonothérapie de la ménopause pour les bouffées de chaleur, puis qu'il y avait très peu d'évidences significatives qui nous montraient que ça fonctionnait, puis les patientes continuaient d'utiliser toutes sortes de produits là, pour traiter les bouffées de chaleur. Mais ici, pour ce genre de produits naturels-là, on a de très bonnes évidences, donc il ne faut pas hésiter de les utiliser. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à vous passer comme message ce soir. Je vais arrêter le partage de ma présentation, puis je vais rendre la parole à Olivia, puis peut-être je vais m'apprêter à répondre à vos questions s'il y en a. Je n'ai pas surveillé le chat du tout pendant la présentation. Merci énormément pour votre excellente présentation, Dr. Leroux, et aussi pour votre temps. Merci. Nous avons reçu plusieurs questions. Alors, je vais essayer de passer à travers le plus de questions Oui, possibles. parfait. Et je tiens à commencer par dire que beaucoup de personnes demandaient d'avoir le PDF ou le PowerPoint de la présentation. Ce que je tiens à mentionner, c'est que ce webinaire est en train d'être enregistré et que vous tous allez recevoir le lien pour accéder à la rediffusion quelques jours après dans votre boîte de courriel. Alors, vous allez avoir accès à votre convenance après à ce webinaire. Et si Parfait. les gens veulent, je peux vous envoyer le PDF également, là. Ah, Sans merci problème. beaucoup, docteur Leroux. Parfait. Parfait. Ça, c'est très apprécié. Euh, Et pour les personnes qui aimeraient avoir accès au PDF ou au PowerPoint, je vous invite à m'envoyer un courriel. Je vais l'écrire ici dans la boîte de discussion pour que vous l'ayez. Et puis, je vais recevoir vos demandes afin de le partager avec vous. Parfait. Ça sera rapide. Merci. Mon courriel est olivia@commercial-sioplus.com.
Là, je vois les Parfait. clavardages, puis je vous remercie pour tous vos bons commentaires. Merci beaucoup. Merci. Parfait. Alors, je vais commencer avec les questions. Il est possible d'utiliser lubrifiant plus estrogène topique. Il y a des bénéfices ou un seul traitement est suffisant? C'est une bonne question. Oui, on peut utiliser les deux, principalement, surtout dans les premiers mois, mais souvent le besoin de lubrifiant va se faire de moins en moins sentir plus l'estrogène local va faire son effet. Puis là, je parle qu'on aura de moins en moins besoin peut-être pour la sécheresse vaginale qu'on va éprouver le jour parce que on va être traité avec des estrogènes, puis ça va devenir non symptomatique. Fait que je pense qu'on aura moins besoin d'utiliser le lubrifiant pour pallier à la sécheresse, au prurite, à tout ça. Mais il y a des patientes que même si on traite localement, la lubrification n'est pas parfaite. Des fois, juste d'anticiper la douleur, puis ils vont devoir utiliser quand même un certain lubrifiant lors de relations sexuelles. Mais il y en a d'autres qui vont nous dire, mon Dieu, c'est merveilleux, depuis que je suis comme sur l'hormonothérapie locale, j'ai même retrouvé une lubrification lors de relations sexuelles et je n'ai pas besoin. Donc, tu sais, je vous donne un peu là, toutes les possibilités. Mais oui, les deux peuvent s'utiliser tout à fait. Et merci beaucoup, docteur Leroux. Et nous avons une autre question. Dans quel cas privilégier Invexi versus Vagifem? Ben, je dois dire très honnêtement que c'est sûr que Vagifem maintenant il est plus Imvixi doit avoir une assurance pour il va être plus coûteux. Si les patientes sont capables de le payer ou une assurance, moi j'ai plus tendance maintenant à privilégier le Imvixi parce que justement la réponse est plus rapide. Parfait, merci. Mais c'est le même Et médicament, même dosage. C'est 10 microgrammes d'estradiol. parfait. Et il est possible d'utiliser... Oh, désolé. C'est la même question. Est-il recommandé de traiter en prophylaxie pour éviter l'apparition des symptômes génito-urinaires? C'est une bonne question. Souvent, de par le traitement, tu sais, de traiter au niveau vaginal, tu sais, les patientes asymptomatiques, ils vont souvent pas vouloir se traiter parce qu'elles n'en voient pas l'avantage. Fait que c'est un peu ça. Mais tu sais, oui, en prophylaxie, c'est tellement une dose qui est minime que si quelqu'un voulait dire, moi, je voudrais prévenir ça, est-ce que je peux le faire? Oui, on peut toujours. Mais comme je vous dis, c'est pas la majorité des patientes qui voudraient faire un traitement vaginal le soir, 2 fois par semaine, quand il n'y a pas de nécessité. Mais par contre, dès que les symptômes commencent, même si c'est pas beaucoup, moi, je vais souvent insister de dire, ben, il faut commencer le traitement parce que ça va aller juste en empirant. Parfait, merci. Question suivante. Est-ce que ces traitements au laser sont couverts par la RAMQ lorsque des diagnostics émis par Non, gynéco? pas du tout. Pas du tout. Il y a quelques, tu sais, nous, on a un laser depuis, puis on en a plusieurs maintenant depuis 2016. Fait quand même beaucoup d'expérience là-dessus. Il y a certaines compagnies qui remboursent quelque peu, compagnies d'assurance, là, mais très, très rare. Merci. Et une autre question, est-ce que la crème d'estrogène locale est contre-indiquée si cancer hormonodépendant actif ou traité? Actif, en général, on va essayer de ne pas donner pendant que c'est actif parce que justement, on va essayer d'abaisser les niveaux d'estrogène le plus possible. Mais maintenant, comme je vous ai dit, ça peut être recommandé là, une fois que le traitement est terminé de traiter localement sans problème. Parfait, merci. Et traitement au laser possible qu'au privé? Coût? C'est quoi le coût? Oui, en général, c'est que privé. Ça tourne autour, je vous dirais, du 2000 le traitement initial parce que selon la technologie, il y a 2 à 3 traitements initialement. Ensuite, le traitement d'entretien, quand on a à en faire un par année ou au 18-24 mois, c'est autour des 800 $. Je vous dis autour parce que ça dépend de la technologie, ça dépend des milieux, des cliniques. Une autre question est, est-ce qu'une fois que la personne a eu le laser, elle peut continuer à recevoir l'hormonothérapie locale? Oui, tout à fait. Alors, tu sais, j'ai comme différentes patientes. Il y a des patientes qui veulent faire le laser parce qu'ils veulent des résultats plus rapidement. Puis après, ils vont me dire, ben comme j'ai investi, est-ce que je peux mettre de l'hormonothérapie pour essayer de maintenir et pas avoir besoin de refaire un entretien laser? Oui, on peut faire ça.
Fait que c'est tout à fait. Puis il y en a qui vont dire, ben moi j'ai fait mon laser, je trouve ça merveilleux, j'ai pas besoin de traiter dans le vagin, je reviens l'année prochaine pour mon entretien. Mais tout est possible. Tu sais, vraiment, on peut faire tout ça. Mais souvent, ils vont vouloir le faire au départ, puis mettre ensuite de l'entretien pour pas perdre ce qu'ils ont. Mais on sait que c'est au moins bon pour une année, ça c'est certain. Mhm. Parfait, merci, docteur Leroux. Nous avons plusieurs questions et je pense que, étant donné que nous n'avons pas beaucoup de temps, on va avoir peut-être la réponse à trois questions supplémentaires et puis on peut payer les questions et continuer avec ma présentation sur les produits. Alors ici, on a, qu'est-ce que vous pensez des probiotiques et prébiotiques aussi? C'est une question. Et puis de l'acide lactique via intravaginal. Ouais, c'est sûr que c'est des choses que je vais utiliser parfois plus chez la jeune femme. À la ménopause, comme je vous ai présenté, tu sais, la flore est vraiment déjà problématique. Fait que ce qu'on veut essayer de faire, c'est vraiment de la régénérer avec les estrogènes. Puis après ça, on n'aura pas besoin d'utiliser de probiotiques parce que ce qui arrive dans notre flore vaginale normale, on a des lactobacilles, des levures, puis des bonnes bactéries. Ce qui va arriver à la ménopause, c'est que les levures et les lactobacilles vont diminuer, puis ça va favoriser la flore des mauvaises bactéries. Mais quand on va prendre des estrogènes, tout ça va se rebalancer tout seul. Donc, on n'aura pas la nécessité de rajouter des probiotiques. Puis les probiotiques, ben, ils préviennent pas les infections urinaires, ils vont pas aider, tu sais, avec les douleurs aux relations sexuelles. Fait que c'est souvent pas une option que je vais considérer pour la femme ménopausée. J'ai vu tantôt passer une question de contre-indication au laser. Le laser qu'on utilise, c'est pas le faisceau complet, hein, c'est un laser fractionné. Fait que c'est comme le faisceau qu'on utilise complètement pour traiter les cellules précancéreuses, les condylomes en salle d'opération, que là, on fractionne. Fait que ça fait des petits mini trous, comme je vous ai montré. Fait qu'il n'y a pas vraiment de contre-indication, à part peut-être là, un segment vaginal non diagnostiqué ou une infection active. Parfait, docteur Leroux. Et une autre question, des manoses ou PAC, lequel serait le plus efficace? Je pense pas qu'il y a d'études dans la littérature, à moins que je me trompe, puis là, peut-être que vous, de votre côté, pourriez me dire qui compare les deux. On peut même utiliser les deux en même temps, par contre. Tu sais, c'est vraiment des produits qui sont complémentaires parce qu'ils n'agissent pas tout à fait de la même façon. Moi, je vais surtout utiliser les Pax en premier, puis si c'est pas suffisant, je vais rajouter le Démanos. Parfait, docteur Leroux, merci. Et pourquoi certains médecins généralistes parlent de cystite interstitielle plutôt que du syndrome génito-urinaire lorsque la vessie est belle à la cystoscopie? Ah, OK. Excluez-vous le C'est une bonne, diagnostic de la cystite? Ouais, c'est une bonne question, mais c'est une question complexe aussi. C'est vraiment pas la même chose. La cystite interstitielle, c'est un tableau douloureux de vessie, donc c'est pas des infections urinaires à répétition. C'est quelqu'un qui a mal à la vessie tout le temps, qui a mal dans le bas du ventre, qui a de la fréquence missionnelle, qui a de l'urgence. Puis la cystoscopie, on va retrouver des ulcères typiques, mais dans 10% des cas seulement. Fait que donc, c'est normal qu'on ait souvent des cystoscopies normales dans une cystite interstitielle. C'est vraiment pas la même chose que le syndrome génito-urinaire de la ménopause. C'est un syndrome douloureux de la vessie. Parfait, docteur Leroux. Et je pense que deux questions, et puis OK. on peut arrêter avec les questions. Si on est sensible à tout ce qui est acide, vaut-il mieux de ne pas prendre les suppléments de Canberge Utiva? Non, pas du tout, parce que en fait, tu sais, vraiment au niveau de l'absorption, tout ça, ça va pas amener d'acidité au niveau digestif. C'est vraiment au niveau urinaire. Puis c'est même pas, ça agit même pas en acidifiant les urines. Tu sais, comme je vous ai montré. Fait que c'est pas une problématique là, que je rencontre ou que je pense qui est même dans les effets indésirables, là. Parfait, merci, docteur Leroux. Dernière question. Si on traite localement, peut-on espérer guérir des envies fréquentes et des brûlures? Avec l'estrogène local, oui, on peut espérer ça. Bien sûr, la vessie hyperactive n'est pas seulement causée par le syndrome génito-urinaire de la ménopause, mais on peut grandement améliorer ces symptômes-là. Après ça, des fois, on va peut-être les améliorer, mais pas complètement les traiter. Puis là, ben, c'est de la physiothérapie ou de la médication pour aller vraiment combler le besoin si ça persiste. Mais c'est vraiment la première étape quand il y a vraiment de la sécheresse puis qu'il y a un tableau complet de syndrome génito-urinaire avec des urgences.
Ok, merci beaucoup encore une fois, Docteur Leroux. J'apprécie beaucoup votre temps et puis je vous remercie à tous aussi. Merci pour votre compréhension pour ce qu'il y a des questions que nous n'avons pas pu répondre aujourd'hui. Mais nous espérons que vous avez trouvé la présentation utile et bien sûr pour votre pratique et vos patients. Et maintenant, Dr. Leroux, si vous voulez, vous pouvez vous déconnecter. Je vais vous inviter à tous les participants. Et, à bientôt, Dr. Leroux. Merci encore.